Si d'abord on était obligé de mettre des arbres. D'abord on a mis des arbres. Avant tout ça c'était des légumes. Gras, كل شيء كان. دابا ولينا des arbres. شغل les légumes ولاو une ou deux rangées إلا شدتنا. Chers amis, bonjour, bienvenue dans La Vie Écolo, votre nouvelle émission consacrée à l'écologie et qui vous plonge au cœur des initiatives écologiques tout aussi passionnantes et variées. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être accueillis par Madame Ftoma Jirari, que voici. Suivez-nous. Madame Ftoma, bonjour. Comment allez-vous? Voilà, c'est l'équipe au complet, Mjid. Marhaba, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici dans votre ferme qui s'appelle Jnan El Kbir. Absolument. Bon, ça n'a plus l'apparence du Jnen d'autrefois à cause des problèmes d'eau, mais c'est toujours agréable d'accueillir. Alors, Jnan El Kbir, ça a été pratiquement une décision de changement de paradigme suite à une rencontre avec Pierre Rabhi en 2001. Donc depuis, ça a chamboulé la vie et je me suis retrouvé laissant mon boulot, départ volontaire, acheter un bout de terrain, construire, mettre des arbres et puis voilà, suivre la filière de l'agroécologie avec Pierre Rabhi. Et parlez-nous un peu justement de Pierre Rabhi, qui est décédé tout récemment, et je pense qu'il chapeautait l'association Terre et Humanisme. Il chapeautait l'association, enfin, il est fondateur de l'association Terre et Humanisme en France. Et ici, il est cofondateur, nous avons cofondé, lui, moi et d'autres personnes, cette association. Qu'est-ce que c'est Terre et Humanisme? Alors, Terre et Humanisme Maroc, c'est une association qui va sensibiliser à l'agroécologie, former à l'agroécologie, accompagner des projets en agroécologie. Donc, alors nous, on s'est spécialisé dans la formation surtout, pour former des paysans, pour former des animateurs qui vont former d'autres paysans et former des porteurs de projets. Parce que en 2001, quand on a entendu ce que Pierre Rabhi disait sur l'agriculture durable biologique, on s'est rendu compte qu'il avait parfaitement raison et que notre pays étant un pays agricole, à vocation agricole, même si certains disent le contraire, mais donc, et que l'agriculture, c'est l'activité humaine la plus nourricière de l'humanité tout entière, c'est l'activité humaine économique et vraiment importante, et en même temps, c'est la plus touchée par les changements climatiques. Donc là, il y a un problème. Donc l'agroécologie dans un territoire qui souffre de stress hydrique est pertinent. Tout à fait pertinente parce que d'abord, elle protège les sols, elle régénère les sols, elle reboise, elle invite à une parcimonie, à une utilisation parcimonieuse de l'eau parce qu'on n'en a pas assez. Maintenant, il y a plus que le stress. Je vais me faire un peu l'avocat du diable. Beaucoup prétendent que l'agroécologie ne peut pas nourrir tout le monde, que ce n'est pas une agriculture productiviste. Que répondez-vous à ça? Ça a été dit effectivement, mais les Nations Unies, en 2008-2009, avaient lancé une étude sur ça, qui est par Schultzer, je crois, qui a fait une étude et qui a démontré par A plus B que c'était possible, qu'elle pouvait nourrir. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'agriculture la plus importante, c'est l'agriculture des petits paysans, c'est-à-dire ceux qui ont moins de 5 hectares, des petites surfaces. Et là, il y en a partout dans le monde. Et ils représentent plus de 70, parfois même 80% de l'agriculture dans les pays concernés. Donc, ceux-là ont tout intérêt à garder leur paysannerie parce que c'est elle qui va pouvoir au moins se nourrir, s'auto-suffire. Donc avec ça, il a démontré que c'était possible et même utile de prôner la souveraineté et la sécurité alimentaire à travers la petite paysannerie et l'agroécologie. Certains font l'amalgame entre l'agriculture bio, l'agroécologie et la permaculture.
Est-ce que c'est des concepts qui se ressemblent? Est-ce qu'il y a des différences entre ces trois concepts? En principe, c'est du pareil au même, sauf pour peut-être l'agriculture biologique qui a un plus, c'est la certification. Mais l'agriculture biologique certifiée peut parfois ne pas être écologique. Et donc, ce n'est pas comme l'agroécologie. L'agroécologie, elle a ses 10 points, ses 10 commandements. Ne pas faire de monoculture, La par exemple. monoculture est carrément interdite parce que l'agroécologie s'inspire de la biodiversité, de ce que fait la nature et elle reproduit ce que fait la nature. Parlez-nous un peu de votre ferme. Alors, ma ferme, comme vous voyez là, ces panneaux-là sont des panneaux pour l'agroécologie, la formation, l'agroécologie. Donc, vous voyez, vous faites des formations. C'est un lieu d'accueil, voilà, c'est un lieu surtout de sensibilisation et d'accueil, qui aujourd'hui accueille beaucoup les enfants. On accueille beaucoup les enfants parce qu'on estime que les enfants, c'est le peuple de demain, et c'est eux qui vont faire les politiques, ce sont eux qui vont... donc ils ont tout intérêt à être conscientisés depuis la toute petite enfance. Et ils sont très sensibles à cette question de l'agriculture qui est à la fois la sécurité alimentaire, la salubrité alimentaire, la souveraineté alimentaire. Je pense que c'est quelque chose de très important. Beaucoup de mauvaises langues estiment également que l'agroécologie, c'est un peu un concept bobo. Est-ce que vous partagez cet avis? Il n'était pas bobo au départ, puisque l'agroécologie, c'est ce que faisait Ibn al-Awwam. Ça a été vraiment un des grands agronomes de l'Andalousie qui apprenait justement l'agroécologie dans son écrit. Et dommage qu'on ne revienne pas à lui. Mais les paysans, autrefois, faisaient de l'agroécologie sans le savoir. Et ils faisaient leurs propres semences, c'est ça l'agroécologie. Ils protégeaient les sols, ils faisaient des impluviums autour des arbres quand il y avait des problèmes pour pouvoir garder l'eau. J'en passe, ils faisaient de la biodiversité, ils mettaient des rotations de culture, des plantes alliées, des plantes qui protègent. Enfin, c'est ça l'agroécologie, c'est des savoir-faire ancestraux souvent. Qui sont pratiqués depuis des décennies. Un petit mot un peu sur la surface. Alors ici, c'est moins d'1 hectare. Hein. Ça n'a jamais été pour investir et pour faire des affaires, pour produire à grande échelle. C'était surtout pour démontrer. C'était un lieu de démonstration, donc c'était vraiment courageux de tout abandonner pour faire ça. Mais avec parce que depuis 2003, donc on a commencé en 2003. En 2003, jusqu'à il y a 3 ou 4 ans, nous avions de l'eau. Mais le concept a beaucoup été médiatisé, donc il a attiré beaucoup de gens. Donc aujourd'hui, vous avez des villas tout autour. Puis ensuite, il y a eu la compétition avec l'urbanisation. L'urbanisation est en compétition atroce avec l'agriculture. Il faut dire que vous êtes à quelques centaines de mètres d'Alboisa qui ont en pleine expansion. Oui, mais justement, c'est cette explosion de l'urbanisme dans les régions agricoles qui aussi devrait poser problème et devrait nécessiter une réflexion et puis un programme d'aménagement. Est-ce que vous discutez avec l'État, avec le gouvernement, justement? Quand c'est possible, oui. Quand ils ont une écoute, oui, ça se peut. Ça arrive. Ça peut arriver, oui. Est-ce que vous avez des subventions, par exemple? Non, on n'a pas de subventions. On travaille avec les moyens de bord. Donc, Madame Gelari, on nous a toujours dit que l'Argani s'arrêtait à Essaouira. Oui, visiblement, c'est pas vrai. Pas du tout, puisque la preuve, au moins, il y en a 5 ici qui sont venus à l'âge de 20 cm. Et ils sont grands, ils ont des fruits. Et ils sont très importants pour le jardin. Oui. C'est génial. Ah oui, productifs. Vous encouragez justement tous les fermiers de la région de produire de l'argani. Oui. Peut-être pas de produire, mais de planter des arganiers un peu partout pour régénérer les sols, parce qu'ils sont... En ce moment où il y a beaucoup de stress hydrique, l'argani ne consomme pratiquement rien en eau. Et quand il va pousser, il va donner des fruits qui vont donner toute une économie de transformation. Donc pourquoi pas? Parfait. C'est important. Maintenant, allons voir un peu le paillage, le secret de la permaculture. Voilà, vous voyez, le jardin est pratiquement, c'est l'été, hein, donc il n'y a pas grand-chose. Nous n'avons pas beaucoup d'eau. Après vous. Le secret du paillage, c'est que quand on a arrosé,
On garde l'humidité des sols, on protège les sols et puis on les protège de la brûlure du soleil parce que le soleil il tape fort. Ce concept ne plaît pas forcément à l'agriculteur marocain. Il préfère garder la paille pour le bétail, c'est clair, je le comprends parfaitement. Mais parfois, on a quand même besoin aussi de protéger ces sols parce que les sols ont une importance capitale. Donc nous, on récupère soit des tailles de gazon, soit du fumier avec de la paille qu'on étale sur les sols. Donc ça fait d'une pierre deux coups. Puis avec le temps, ça va se dégrader, ça va donner enrichir la matière sol. organique. Voilà, ça va enrichir les sols. Bon, allons voir En le même temps. compost. On voit bien qu'il y a un peu de tout, que c'est très riche au niveau diversité. Ouais, donc on garde les plantes chez Msbes, c'est la graine qu'on garde, qu'on va récupérer. Des arbres mélangés Les à de la arbres culture mélangés, maraîchère. voilà, c'est un mélange. C'est ça l'agroécologie, c'est vraiment. Et puis du poulailler, et un poulailler aussi, qui aussi fait partie de C'est son boulot. Voilà, il fait partie. On ne le sort pas beaucoup parce que si on le sortait, il va tout démanger, il va tout dévorer. C'est le pays de la grenade d'ailleurs. Ouais, ici. c'est la région aussi. C'est un arbre qui est résistant, donc on a des fruits, mais comme il n'y avait pas beaucoup d'eau, ça commence à éclater, puis bon. Mais ça se mange, quoi. C'est mangeable parce que de toute façon, il n'y a pas un gramme de produits chimiques là-dedans. Tout est naturel. Nous utilisons le compost, tous mes déchets organiques de la cuisine, donc j'utilise là-dedans. On met aussi de la coupe, des tailles, tout ce qui est carbone c'est le bois, tout ce qui est vert c'est l'azote, donc on mélange le tout. Donc ça mélange Voilà, c'est un entre mélange carbone de et plantes. azote. Entre carbone et azote, et puis le reste c'est la microflore qui se développe. Qui devient un excellent voilà. engrais. Un excellent engrais, là il va mettre... Et on protège avec des feuillages. Et malgré tout, vous voyez le problème de la chaleur. Bon, il y en a qui se sont détériorés, qui se sont dégradés, il y a des plantes qui se sont dégradées, mais il faut de l'eau. الماء هو الماء، شتي غادير تجيب واحد بوديزة الماء هي الأولى وشوية ديال ديك الماء ديال حريقة خويه هنا. Le purin d'ortie. Le purin d'ortie تا هو. Alors cette année, on a ramassé l'ortie, donc on a ramassé l'ortie, puis on l'a fait en purin. Pour ne pas la... Et ça dure combien de temps Est-ce que ça se périt Oh, ça ne se périme pas, le purin d'ortie, vous le gardez tout le temps que vous voulez. Apparemment, c'est un accélérateur de C'est un compost. accélérateur, c'est un fertilisant. C'est un fertilisant, donc on va le rajouter ici. On va arroser un peu pour refaire vivre, parce que tous les micro-éléments qui sont là-dedans... Pour lui, l'eau, ça va aux plantes. Donc, il n'y a que les plantes qui Il faut sensibiliser, sensibiliser. Mais ça, c'est un travail permanent. Donc, on n'arrête pas, mais il commence à évoluer. Pchouïa, c'est bien. Voilà. On a l'impression que Ça, on l'a chaud. remarqué. Hein, il fait très, très chaud d'année en année. Le jardin se recroqueville d'année en année. Donc, c'est pour ça qu'on a mis des arbres. Donc, du coup, c'est pas évident. Ça commence parce que les arbres sont tout récents. Donc, on a... Comment vous faites maintenant dans un mois où il y a de la canicule, moi, où il n'y a pas je d'eau? vis pas de ça, donc c'est pas grave. Mais les gens qui vivent de ça, c'est pas évident. C'est pas évident, donc. Il faut de l'eau. L'eau reste quand même indispensable. Indispensable et voilà. On sait qu'actuellement l'État encourage l'agriculture durable. Quel message vous voudriez passer au gouvernement? Alors, je pense que le gouvernement doit absolument accompagner davantage les petits paysans. Les petits paysans, les accompagner non pas simplement dans la remise de matériel agricole ou des choses comme ça, mais dans la formation, dans la transformation et aussi, surtout, la distribution, parce que c'est là où le bas blesse. Ils ont fait, il y a des coopératives de vente, mais il faut organiser ça et il faut accompagner ça. C'est pas facile, mais c'est ça l'avenir.
Commençons par le séisme qui a frappé notre pays le 8 septembre dernier, qui a fait près de 3000 morts et plusieurs milliers de blessés. Beaucoup se sont posé la question de savoir si le changement climatique avait quelque chose à voir avec cette catastrophe. Eh bien la réponse est non. C'est d'ailleurs ce qu'a assuré le sismologue Michael Bonin. En l'état actuel des connaissances, il n'y a aucun lien entre la sismicité et le climat. On peut s'attendre à des changements sous les glaciers et les grands volcans, par exemple en Islande, mais les séismes tectoniques produits sur des failles ne sont pas liés au climat. En revanche, dans l'autre catastrophe naturelle qui a frappé nos voisins libyens, où la ville de Derna a été ravagée par la tempête Daniel, celle-ci est bel et bien une conséquence du dérèglement climatique. À cause justement de ces changements climatiques, l'atmosphère est réchauffée et la Méditerranée, qui rappelons-le est une mer quasi fermée, a connu des anomalies très importantes cet été puisqu'elle a enregistré des chaleurs extrêmes. L'eau s'y est donc considérablement évaporée, causant ainsi d'importantes concentrations de nuages et c'est ce qui a conduit à cette tempête dévastatrice. Terminons cette minute écolo par cette info. Le Fonds monétaire international a conclu avec le Maroc un accord au niveau des experts pour fournir un financement à long terme de 1,3 milliard de dollars. Un fonds qui sera destiné à consolider la résilience du royaume pour atténuer l'impact du changement climatique. Eh bien, chers amis, c'est sous ce soleil de plomb que cette émission s'achève. Rendez-vous est pris pour notre prochain épisode que nous espérons tout aussi inspirant. Merci encore.